Chapitre 1. Une fête sous la surface. La résidence de Lady Vernon, nichée dans les collines parfumées du Surrey, resplendissait de la splendeur d'une soirée d'élite. Des lanternes en papier se balançaient doucement dans les jardins, reflétant leur lumière sur les visages maquillés de la haute société anglaise. Sur la terrasse, sous un auvent de dentelle, le champagne coulait à flots et des rires polis masquaient des tensions que seules des oreilles attentives pouvaient percevoir. Lady Honoria Vernon, veuve du défunt magnate du transport maritime, sœur Gregory Vernon, s'acquittait de son rôle d'hôtesse avec la grâce implacable d'une reine non couronnée. Aucune erreur n'était permise à sa réception. Chaque boisson, chaque orchestre, chaque invitation avait été planifiée avec une précision scrupuleuse. Et pourtant, ce soir-là, une erreur s'est glissée. « Avez-vous remarqué le docteur Albert ?» murmura discrètement le capitaine Lytton à son compagnon, tandis qu'ils l'observaient tous deux depuis un coin de la pièce. « Plus depuis que vous avez essayé de me convaincre que vous connaissiez l'art flamand, » répondit Lady Sylvia Norrington avec un rire sec. « Vous avez les mains de quelqu'un qui a trop menti. » L'objet de son attention, le docteur Simon Halberd, médecin à la retraite et ancien missionnaire en Afrique, discutait avec animation avec Lady Vernon. Son sourire était large, mais sa posture était tout sauf confortable. Il faisait tourner son verre d'une main crispée, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Il était environ 11 heures quand cela se produisit. Un cri bref et sec retentit du jardin intérieur. Les invités se retournèrent à l'unisson. Dame Honoria pâlit avant de reposer son verre. Ils coururent dans le jardin. Au milieu du rosier, près du banc de pierre sous la glycine, gisait le corps d'un homme. Son smoking blanc était taché de sang sur sa poitrine, une blessure petite mais précise, comme un baiser violent. Lady Sylvia, voyant le visage du cadavre, fit un pas en arrière et murmura « Mon Dieu, c'est Ambroise !» Le silence s'abattit sur la fête. Ambrose Shannon, ancien fiancé de Lady Honoria et associé silencieux de la compagnie maritime Vernon & Lowe, était mort. Personne ne bougeait. Seule l'horloge du grand-père dans le hall continuait de tic-tac avec un dédain ponctuel. 2 jours plus tard, sous une pluie fine qui semblait tissée de fils de cristal, une voiture noire s'arrêta devant le portail principal du domaine de Vernon. Un petit homme à la moustache impeccablement cirée et au pardessus sombre de coupe continentale en sortit. Sa démarche était courte et mesurée, comme si chaque pas avait été répété à l'avance. « Hercule Poirot », annonça-t-il avec un accent musical en tendant sa carte au majordome. « Je suis invité par Lady Vernon. Je crois comprendre qu'il y a une situation délicate. » Le majordome, visiblement perturbé, hocha respectueusement la tête. « Sa seigneurie vous attend au salon de thé, monsieur. Elle n'a pas quitté l'aile ouest depuis l'incident. » Poirot avançait lentement, inspectant chaque cadre, chaque tapis, chaque fleur dans les vases, comme s'il parlait à la maison elle-même. « Dame !» Honoria l'accueillit, vêtue de noir, sans une larme au visage. Sa voix était ferme, mais ses mains qui avaient autrefois caressé les cordes d'une harpe, restaient tordues sur ses genoux. « Monsieur Poirot, je ne veux pas de scandale. Je veux savoir pourquoi quelqu'un voudrait tuer Ambrose, ici, chez moi. »« Alors, madame, » dit Poirot en s'inclinant légèrement, « il sera nécessaire de connaître toutes les personnes présentes ce soir-là. »
car tout crime est précédé d'une psychologie. « Et la police » demanda-t-elle en pinçant les lèvres. « Oh, la police pense que c'était un cambriolage raté, qu'Ambrose a surpris quelqu'un dans le jardin. Mais je n'y crois pas. »« Tu veux savoir pourquoi ?» Elle hocha la tête presque avec crainte. Poirot sortit un petit mouchoir de la poche intérieure de son manteau. Au centre, soigneusement plié, se trouvait une fleur fanée. Parce que cette orchidée blanche a été retrouvée au revers de sa veste. Et personne ne porte d'orchidée blanche à une fête, à moins d'espérer se réconcilier avec un ancien amour. Lady Honoria pâlit, et dans ses yeux apparut quelque chose qui n'était pas exactement de la tristesse ou de la culpabilité, mais une vieille blessure qui, semblait-il, ne guérissait jamais complètement. Poirot se pencha en avant et dit doucement « Madame ?» Ce qui commence par un câlin peut finir par une cicatrice. Et dans cette maison, je soupçonne que beaucoup portent les deux. Chapitre 2. Écho d'un amour brisé. La salle à manger de Vernon House, le lendemain de l'arrivée de Poirot, offrait un contraste troublant avec l'atmosphère tendue. Le soleil filtrait ses rayons à travers les hautes fenêtres, illuminant doucement une pièce où les chaises résonnaient encore de l'écho d'une fête interrompue. Au bout de la table, Lady Honoria versait le thé avec des gestes machinaux, telle une actrice répétant son rôle dans une pièce qu'elle ne comprenait plus. Poirot, les doigts entrelacés et les yeux clos un instant, semblait méditer plus qu'attendre. Puis, il ouvrit les yeux. « Combien d'invités y avait-il exactement à votre fête, madame ?»« 15 au total. »« 7 hommes, 8 femmes. » répondit dame Honoria sans hésitation. « Presque tous de notre cercle habituel. Même si, bien sûr, Ambrose n'était pas venu dans cette maison depuis plus de 5 ans. Et c'est toi qui l'as invité ?» Elle s'arrêta. « Non, j'ai reçu une lettre de lui le matin même. Il disait qu'il était venu s'excuser pour tout ce qui s'était passé, qu'il voulait se racheter pour certaines choses, et qu'il voulait parler seul à seul. » Poirot hocha légèrement la tête. « Une réconciliation lors d'une soirée festive, très symbolique. Mais, dites-moi, est-ce que quelqu'un parmi vous savait que vous veniez ?»« Je n'en ai parlé à personne, » dit Honoria d'une voix tendue. « Je pensais que, si je le faisais, il y aurait des murmures, et je ne voulais pas. »« Ça, c'était une erreur, peut-être, » murmura Poirot. « Mais les erreurs sont souvent plus révélatrices que les actes prémédités, n'est-ce pas ?» Poirot passa le reste de la journée à examiner le jardin intérieur. Il se promena parmi les rosiers, observa les statues et mesura la distance entre le banc où Ambrose était allongé et les fenêtres de la maison. Il n'y avait aucune trace de sang au sol, mais son regard se posa sur un minuscule détail, une empreinte de pas à peine marquée près du chemin de gravier, plus petite qu'une chaussure d'homme standard. Il se pencha et, à l'aide de sa canne, en désigna le contour. Quelqu'un était venu ici sans vouloir laisser de traces, mais il a échoué. Et quiconque laisse une trace involontairement révèle quelque chose de son âme, dit-il à voix basse. De retour à la maison, il fut conduit à la bibliothèque, où l'attendait le capitaine Edgar Lytton, un vieil ami de feu Sir Gregory, et l'un des fêtards. « Alors, vous êtes le célèbre détective belge ?» demanda le capitaine en ajustant sa canne avec impatience. « Je suppose que vous êtes venu chercher la vérité derrière cette tragédie, même si pour moi c'est clair,
Ambroise avait des ennemis partout. Poirot haussa un sourcil. Dites-vous cela en connaissance de cause ou avec le désir de clore l'affaire rapidement? Le capitaine renifla. Ambrose était un grimpeur, un hypocrite. Il manipulait tout le monde avec son sourire. Lorsque sa liaison avec Honoria prit fin, il laissa derrière lui un flot de rumeurs et de blessures. Même après la mort de Grégory, personne ne voulait de lui. Et pourtant, il revint. « Êtes-vous soulagé par sa mort, capitaine ?» L'homme fronça les sourcils. « Tu insinues quelque chose ?»« Non, monsieur, » répondit Poirot avec un sourire courtois. « J'observe simplement que les émotions désordonnées tendent à en dire plus que les mots. » Plus tard, Poirot rencontra Mademoiselle Daphné Chanon, la nièce du défunt, une jeune peintre à l'esprit indépendant, une mèche rousse s'échappant de son chignon désordonné. Sa tristesse était sincère, mais son expression était un mélange de ressentiment et de soulagement. « Ambroise n'était pas un homme bien, monsieur Poirot, » dit-elle sans détour. « Il était charismatique, certes, mais jamais sincère. Il jouait avec les sentiments des gens comme avec des couleurs sur une palette. Même avec moi. Il disait que j'étais la seule personne à le comprendre. Mais il disait ça à beaucoup. Et vous l'aimiez, mademoiselle ? » Elle baissa les yeux. « Non, pas finalement. Mais une fois, oui. Même si plus tard, je l'ai vu tel qu'il était. » Vous a-t-il confié quelque chose avant de mourir ? Daphné hésita. J'ai reçu un mot de lui la veille de la fête. Il me demandait de l'aider à arranger les choses avec Honoria. Il disait vouloir tourner la page. Et toi ? Tu as accepté ? Je lui ai dit que je ne voulais pas faire partie de ces drames amoureux, que c'était trop tard pour ça. Poirot hocha lentement la tête. Il prit son chapeau, mais avant de partir, il demanda « Tu te souviens de ce qu'Ambrose portait ce soir-là ?»« Oui, avec un smoking blanc et une orchidée au revers, comme s'il allait à l'opéra ou à une confession. » Poirot s'arrêta net. « Merci, mademoiselle. Vous en avez dit plus que vous ne l'imaginiez. » Ce soir-là, Poirot dîna seul dans sa chambre. Il déposa plusieurs notes sur la table. L'empreinte de pas dans le jardin, l'orchidée blanche, le changement d'humeur soudain d'Honoria, les contradictions de Lytton et le ressentiment à peine voilé de Daphné. Ses doigts jouaient avec le bord du rond de serviette, tandis qu'elle murmurait « Un crime commis avec précision. Mais la précision n'est pas de la froideur, c'est une passion déguisée. Qui, dans cette maison, a voulu la mort d'Ambrose? Et pourquoi sur ce banc, cette nuit-là? Non, non, il reste des émotions à exhumer. Et une blessure qui suppure encore, sous des couches d'élégance. » Il se leva, lissa son manteau et alluma une lampe plus tamisée. La véritable enquête ne faisait que commencer. Chapitre 3. La valse des alibis. Le lendemain matin, Poirot descendit à la serre de Vernon House, où les fenêtres, embuées par l'humidité matinale, laissaient entrer une lumière diffuse, douce comme un secret murmuré. Lady Sylvia Norrington l'y attendait, vêtue d'une robe lilas et coiffée d'un chapeau à bords étroits qui dissimulait à peine son dédain. « Je pensais que vous viendriez me chercher un jour, monsieur Poirot, » dit-il sans prendre la peine de dissimuler un sourire ironique. « Vous voyez tout, n'est-ce pas? Même ce qu'on ne veut pas montrer. »
Poirot inclina la tête. « Seulement ce que j'ai le droit de voir, madame. Mais parfois, même le cachet s'insinue. » Lady Sylvia s'installa sur un divan en osier, croisant les jambes avec une élégance étudiée. Ambrose était une vraie plaie, dit-elle, en regardant ses ongles vernis. Un fantôme du passé que beaucoup d'entre nous préféreraient oublier. Son retour était gênant. Incommode pour qui exactement? Elle laissa échapper un rire court et sans joie. Pour tout le monde. Sauf peut-être pour Honoria, qui faisait encore comme si ça ne lui faisait pas mal. Poirot s'approcha d'une des plantes, examinant sans toucher un géranium rouge qui semblait déplacé parmi les orchidées blanches. « Où étiez-vous lorsque le meurtre a eu lieu? À la bibliothèque, avec le docteur Albert et M. Carswell? Nous jouions au bridge. Ils peuvent le confirmer. » Je n'ai pas bougé de ma chaise jusqu'à ce qu'on entende le cri. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement d'Ambrose cette nuit-là? » Sylvia hésita un instant. Il était nerveux. Il buvait plus que d'habitude. Et il regardait Honoria comme s'il avait peur de quelque chose, mais aussi comme s'il voulait faire une dernière impression. Il était toujours théâtral. Poirot hocha légèrement la tête. « Connaissiez-vous Daphné Chanon? » « Bien sûr. Une créature talentueuse et fragile, trop semblable à son oncle pour son bien. Et le capitaine Lytton, un homme d'un autre siècle. Il pense que l'honneur se lave avec du whisky et une menace voilée. Insinuez-vous qu'il... » « Je n'insinue rien, madame. Je constate simplement que chacun a sa propre valse. Et ce soir-là, le rythme s'est accéléré pour beaucoup. » Poirot demanda alors à parler au docteur Simon Halberd. Il le trouva dans l'arrière-salle, feuilletant un exemplaire de médecine tropicale avec l'attention distraite de quelqu'un qui cherche à feindre son occupation. Docteur Albert, le salua poliment Poirot. Je suis venu vous déranger brièvement. Bien sûr, monsieur. Mais je crains de ne pas pouvoir vous offrir grand-chose. J'étais avec Lady Sylvia et monsieur Carswell à la bibliothèque. Nous jouions au bridge. La soirée fut ennuyeuse, jusqu'à ce qu'elle tourne au drame. Connaissiez-vous monsieur Chanon avant? De nom seulement, et de réputation, ajouta-t-il en ajustant son nœud papillon. Nous savions tous qu'il avait été proche de dame Honoria. Ce n'était pas un secret, mais elle n'en a jamais parlé. Son retour a été un choc. Poirot se pencha en avant. Et votre relation avec dame Honoria, comment la décririez-vous? Le docteur s'éclaircit la gorge. Cordial, professionnel, accessible peut-être. Je suis son médecin personnel depuis la mort de son mari. Je l'apprécie, mais elle n'est pas celle que vous imaginez. Et qu'est-ce que j'imagine, docteur? Albert sourit maladroitement. J'ai peut-être des raisons personnelles de ne pas vouloir qu'Ambrose revienne. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas jaloux, et encore moins violent. Poirot se leva avec une expression calme. Souvent, docteur, les gens tuent, non par haine, mais par peur. Et la peur prend de nombreuses formes. La jalousie, la réputation, la perte. Albert resta silencieux, tandis que Poirot s'éloignait. Dehors, le jardin était paisible, mais le détective savait que sous ce calme se cachait une vérité trouble. Plus tard, dans le bureau privé de feu Sir Gregory, Poirot rencontra M. James Carswell, associé financier de la famille Vernon. D'âge mûr, au visage anguleux et aux yeux gris,
Carswell semblait plus à l'aise avec les relevés financiers qu'avec les gens. « Je n'aimais pas Shannon, y dit-il sans détour. Il était imprudent, charmant et dangereux. Une combinaison fatale pour les affaires. Il entretenait des relations douteuses avec plusieurs associés avant de disparaître. Et pourquoi est-il revenu? Je ne sais pas. Peut-être avait-il besoin d'argent ou de rédemption ou des deux, mais cette maison n'était pas censée servir de décor à ça. Jouiez-vous au bridge avec Lady Sylvia et le docteur Albert pendant le crime? Oui. Bien que le docteur Albert ait été brièvement absent, si je me souviens bien. Il a dit qu'il avait besoin d'air. Il est revenu quelques minutes plus tard. Poirot fronça les sourcils. Intéressant. Il n'en a pas parlé. Je ne suis pas surpris, répondit Carswell. Parfois, on a envie d'oublier les détails qui nous ont conduits à une scène embarrassante. Poirot resta silencieux, mais dans son esprit, les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place avec plus de précision. Un mort avec une fleur symbolique, un mot d'avant-soirée, des suspects croisés aux histoires brisées et aux loyautés rouillées, et maintenant, une contradiction. « Merci, monsieur, » dit finalement Poirot. C'était éclairant. Cette nuit-là, alors qu'il notait ses pensées, Poirot écrivit 3 noms et un mot sous chacun. Dame Sylvia, cynisme. Docteur Albert, omission. James, Carswell, précision. Et, comme titre en haut de la feuille, un mensonge élégant dans une danse désordonnée. Chapitre 4. Une rose dans la tempête. Le soir tomba sur Vernon House avec une solennité quasi liturgique. Des nuages s'amoncelaient sur les collines du Surrey, et un air lourd, chargé de promesses non tenues, s'infiltrait par les fissures du manoir. Poirot, toujours attentif aux signes de l'âme et du temps, pensa que le moment était venu de rendre visite à celle qui jusqu'alors était restée soigneusement à l'écart, la gouvernante française de la maison, mademoiselle Élise Fournier. Élisa avait été engagée par Lady Honoria pour donner des cours particuliers à sa petite nièce, la jeune Célia, qui avait quitté les lieux après le meurtre. Célia n'était pas présente à la fête, mais sa gouvernante, elle, si, et cela suffisait à piquer la curiosité de Poirot. Le bureau où elle le recevait était un espace modeste, rempli de livres français, de portraits d'auteurs du XIXe siècle et d'un léger parfum de lavande. « Mademoiselle, » dit poliment Poirot, « je vous demande patience. Je sais que vous n'étiez pas au cœur de la soirée, mais ce sont souvent les petits détails qui ouvrent des portes closes. » « Monsieur Poirot, » répondit Élise avec un sourire mélancolique. « Les huis clos ont toujours été ma spécialité. Les secrets ne se crient pas, ils s'enseignent entre les lignes. » Son accent était subtil, ses gestes mesurés, mais ses yeux sombres brillaient d'une intelligence que Poirot apprécia immédiatement. « Où étiez-vous lorsque le cri a été entendu ? » « Sur la galerie à l'étage en train de lire. J'avais laissé mademoiselle Célia dormir tôt. Elle ne s'intéressait pas à la fête et moi non plus. »« Et tu as entendu quelque chose avant le cri ?» Élise hésita. « Oui. » Des pas précipités. Une ombre passa sur le palier. Je ne peux pas jurer de qui il s'agissait. Il se dirigeait vers l'escalier menant au jardin. Peut-être quelqu'un qui ne voulait pas être vu descendant le couloir principal. Poirot haussa les sourcils. Une figure masculine ou féminine? Plutôt menue. Bien qu'elle portait un long manteau, ça aurait pu être n'importe qui. Mais
Il y avait quelque chose dans sa démarche. Elle ne fuyait pas, elle marchait résolument. Poirot marqua une pause. « Connaissiez-vous Monsieur Chanon ?»« Seulement de vue et par murmure. Ici, chacun a une opinion sur tout le monde, même sans preuve. Ils l'ont qualifié à la fois de charmant et de méprisable. Et mademoiselle Daphné? Elle n'est pas aussi fragile qu'elle le paraît. Je l'ai vue casser des pinceaux quand quelque chose ne va pas. Sa passion est aussi dangereuse que sa tristesse. » Poirot dit au revoir avec gratitude, mais avant de partir, il remarqua un petit vase avec une seule rose rouge fraîche. Un choix curieux, parmi tant de gris. Élise haussa les épaules. « Les fleurs savent aussi se taire, monsieur, mais parfois… » Elle crie plus fort que les mots. De retour dans la salle principale, Poirot rencontra Lady Honoria, qui l'informa que l'inspecteur Creighton repasserait le soir même pour officialiser les derniers rapports de police. Poirot lui demanda une copie de la liste des invités avec l'heure approximative de leur départ. Certains étaient encore présents, d'autres étaient partis le lendemain. Lady Honoria ajouta à voix basse « Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux soit venu pour le tuer, Monsieur Poirot, mais je pense que quelqu'un avait peur de ce qu'Ambrose allait dire. »« Tu avais peur aussi ?» Elle le regarda, pas surprise par la question. « Bien sûr. Nous craignions tous le retour des morts, que nous croyions enterrés. » Poirot hocha gravement la tête. Ce soir-là, après le dîner, le salon devint un lieu d'interrogatoire plutôt que de détente. L'inspecteur Creighton arriva ponctuellement, accompagné d'un officier portant des documents, mais il se montra réceptif aux observations de Poirot. « On m'a dit que vous doutiez de l'hypothèse du vol raté », a déclaré l'inspecteur. « Je l'exclus totalement, » répondit Poirot. « Personne ne vole avec des gants de daim et ne laisse une fleur de réconciliation au revers de la veste de sa victime. Ce crime était profondément personnel. » Creighton le regardait avec intérêt. Et puis, c'était un avertissement, un acte soigneusement symbolique. Le tueur ne voulait pas seulement faire taire Ambrose, il voulait qu'Honoria, et peut-être d'autres, comprennent quelque chose, un message. Quel genre de message? Que le passé ne s'efface pas sans conséquence, qu'un câlin peut faire plus mal qu'une balle, et que parfois la blessure se partage. Creighton nota silencieusement. Poirot, rentrant chez lui, passa une fois de plus devant le vase de roses blanches dans le couloir. Mais l'une d'elles n'était pas blanche, elle était rouge. Il s'arrêta, son regard se durcit légèrement. « Une fleur parmi des égaux, » murmura-t-il, « ou un signe. Quelqu'un veut être vu, mais seulement par moi. » Il retourna à son bureau, prit une feuille de papier vierge et écrivit un nom en lettres majuscules. Aube. Ce n'était pas une personne. C'était un instant. L'aube. Le seul moment où les menteurs disent la vérité sans le vouloir. Chapitre 5. L'heure des visages nus. Ce matin-là, tandis que Vernon House dormait dans un silence pesant, Poirot se leva de son bureau. Il n'avait pas dormi, et il n'en avait pas l'intention. Le mot qu'il avait écrit « aube », ce n'était pas un chiffre, mais un rappel. L'aube révéla ce que la nuit avait caché. Les nerfs se relâchèrent, les masques tombèrent, et les visages, même les plus raffinés, laissèrent apparaître des fissures que la lumière du jour ne pardonnait pas. Il était 5h17 lorsqu'elle descendit dans l'aile est, vêtue
d'une robe de chambre en soie gris-perle et de pantoufles parfaitement ajustées à son corps. Aucune destination précise. Une seule certitude. Celui qui ment pendant son sommeil se contredit lorsqu'il se réveille. En passant devant la salle à manger, il entendit un bruit. Un léger bruissement, presque imperceptible. Il s'arrêta. La porte n'était pas complètement fermée. Il poussa doucement. À l'intérieur, la silhouette du capitaine Edgar Lytton se dessina contre la fenêtre. Vêtu d'un pantalon de pyjama et d'une veste froissée, il tenait un verre de whisky à moitié vide, sans glaçons. « Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie à cette heure-ci, monsieur Poirot, dit-il sans se retourner. Et je ne m'attendais pas à trouver un soldat vétéran fuyant son sommeil. » Lytton prit une gorgée avant de parler. « Le sommeil est pour ceux qui n'ont pas fait d'erreur. » Poirot s'assit sans permission sur l'une des chaises rembourrées près de la table. « Êtes-vous hanté par le souvenir d'Ambrose ou par le vôtre ?» Le capitaine sourit avec une brève amertume. Ambrose était un charmant petit con, mais il était aussi indispensable. Il nous rappelait que nous faisons tous semblant, que même dans les plus belles maisons, le sentiment d'appartenance a un prix. Quel prix as-tu payé? Celle sur l'obéissance. Greg et moi avons fondé cette maison sur un accord tacite. Il contrôlait la fortune, je contrôlais la loyauté. Puis Ambrose est arrivé et Honoria a changé. Pensez-vous que Lady Honoria l'aimait toujours? Je ne pense pas qu'elle ait jamais cessé de le haïr pour l'avoir tant aimé, dit Lytton en se retournant enfin. Et cela, monsieur, Poirot est plus dangereux que l'amour lui-même. À l'aube, Poirot se dirigea vers les serres. Il y trouva Daphné Chanon. Assise sur un banc en fer rouillé, elle portait une belle robe de chambre et tenait un carnet de croquis à la main. « Vous dessinez toujours à l'aube, mademoiselle. » Elle tourna la tête avec un sursaut qui trahissait son insomnie. « Non, seulement quand les pensées me hantent. Et à quoi pensez-vous ce matin ?» Elle a fermé le cahier. « Mon oncle n'était pas quelqu'un de bien. Mais il ne méritait pas de mourir comme ça. Personne ne le mérite. »« En es-tu sûr ?» demanda doucement Poirot. « Certains pensent que certaines morts sont un équilibre. »« Une justice tacite. Alors tu devrais avoir le courage de le signer, » répondit Daphné avec une dureté inattendue. Poirot s'assit à côté de lui. « Mademoiselle, pourriez-vous me montrer vos dessins ?» Elle hésita. Puis elle lui tendit le carnet. Des paysages, des portraits, des formes abstraites. Mais ce qui attira l'attention de Poirot fut le dernier. Un visage, celui d'Ambrose, déformé par une ombre noire qui couvrait la moitié de son visage. « Tu l'as dessiné avant ou après la fête ?»« Plus tard, » répondit-il en baissant la voix. « Ce n'est pas réel, c'est comme ça que je m'en souviens. À moitié vrai, à moitié quelque chose qui me fait frémir. » Et quelle est cette ombre? Poirot ferma soigneusement le carnet. « Mademoiselle, certaines blessures s'ouvrent quand on s'efforce de regarder en soi. Mais vous, apprenez à regarder. C'est plus que ce que beaucoup ici peuvent dire. » Pendant le petit déjeuner, l'inspecteur Creighton s'est approché de Poirot avec un dossier sous le bras. Le coroner a confirmé que la blessure avait été causée par un objet fin et tranchant, pas un couteau de cuisine, quelque chose de plus élégant. Peut-être une longue aiguille ou un stylet.
mais l'arme n'a pas été retrouvée. Poirot hocha la tête, comme s'il le savait déjà. D'autres nouvelles? Oui. Le rapport toxicologique révèle des traces d'un léger sédatif dans l'organisme d'Ambrose. Rien qui puisse le tuer, mais suffisamment pour le rendre vulnérable. Quelqu'un voulait s'assurer qu'il ne résiste pas. Nous savons donc maintenant 3 choses. Il s'agissait d'un meurtre prémédité, symbolique, exécuté avec une précision presque clinique. Creighton le regarda de côté. « Et que cherches-tu » exactement ? Une cicatrice invisible, répondit Poirot. Parce que ce crime n'a pas commencé avec une fleur, ni fini avec un coup de couteau. Il a commencé bien avant, dans l'âme de quelqu'un. Et cette blessure saigne encore. Il faut juste trouver où. Cette nuit-là, Poirot s'enferma de nouveau dans sa chambre. Il sortit 3 objets de sa valise. Une loupe, une petite rose en papier et une épingle à cravate ancienne ornée d'une pierre verte. Il les a alignés et les a regardées comme des pièces d'échecs. Puis il murmura « On ne cueille pas une fleur sans intention. On n'administre pas de poison sans raison. Et on n'ouvre pas une blessure sans histoire. » Ses yeux brillaient, et je commence déjà à voir l'histoire. Chapitre 6. Ce que les mains ne disent pas. Le lendemain matin, Poirot décida qu'il était temps de voir au-delà des mots. Les mots, pensait-il, peuvent dissimuler, les gestes, jamais. C'est alors qu'il demanda à Lady Honoria d'organiser un petit déjeuner informel avec tous ceux qui étaient encore présents. Le capitaine Lytton, Lady Sylvia, le docteur Halberd, James, Carswell et la jeune Daphné Shannon. Dame Honoria, bien que visiblement fatiguée, accepta. Le petit déjeuner fut servi dans le jardin, sous la pergola de glycine. L'atmosphère était détendue, les conversations légères, flottaient comme des bulles de savon, instables, vides et prêtes à éclater. Poirot ne mangea pas. Il observa. Chaque mouvement, chaque regard détourné, chaque tasse qui tremblait légèrement en reposant sur sa soucoupe. Il remarqua notamment quelque chose de curieux. Chacun était assis comme s'il connaissait déjà sa place, sauf Daphné. Elle était assise dans le coin le plus éloigné, presque à l'écart, comme si elle ne voulait pas être là. « Et comment avez-vous dormi, capitaine » demanda soudain Poirot. « Comme un soldat qui ne s'attend pas à la bataille, monsieur, » répondit Lytton avec un sourire sec. « Et vous, Lady Sylvia ?»« J'ai rêvé de masques, » dit-elle, en sirotant son thé sans le regarder. « Et comme ils se cassent facilement, dès qu'on les touche intentionnellement. »« Intéressant, » murmura Poirot, « parce que j'ai rêvé d'une aiguille, longue, fine, comme celle qu'on utilise pour accrocher des fleurs ou des cœurs. » Le silence fut immédiat. Seul le chant d'un merle osait le rompre. Poirot continua avec une gentillesse absolue. « Nous savons déjà que M. Shannon a été légèrement empoisonné avant d'être tué, que son corps ne présentait aucun signe de lutte, que quelqu'un s'est assuré qu'il ne puisse pas crier. Dame Honoria, pâle, laissa tomber son couteau. Pourquoi quelqu'un voudrait-il assassiner un homme qui est seulement venu pour « te racheter » interrompit doucement Poirot. « Ou avouer ?» Personne ne répondit. Daphné agrippa le bord de son assiette. Carswell s'étouffa légèrement avec son café. Poirot se leva. « Je propose une chose curieuse, mes amis.
Imaginons qu'Ambrose Chanon ne soit pas venu par amour, mais par menace, que quelqu'un à cette table savait que son retour comporterait un risque personnel. Que faire d'un homme qui menace de tout vendre? Il est dissuadé, murmura Albert. Où est-il éliminé? Ajouta Poirot froidement. Après le petit déjeuner, Poirot marcha avec l'inspecteur Creighton dans l'aile sud. Alors, demanda le policier, pensez-vous qu'on va le vaincre? On va le vaincre? L'un d'eux a fait une erreur. Une petite erreur. Mais ça suffit. Lequel? Leurs mains, répondit Poirot. Celle de Miss Daphné. Creighton fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont? Durant tout le petit déjeuner, il n'a pas touché une seule fois à sa tasse, ni à son petit pain, ni à ses couverts. Il faisait semblant de manger, mais évitait toute action nécessitant une coordination. Tu dis que ses mains tremblent, non pas de culpabilité, mais du poids du silence. Creighton resta pensif. Et tu penses qu'il a tué son propre oncle? Poirot secoua doucement la tête. Non, mais il sait qui a fait ça. Et il hésite entre le leur dire ou le protéger. Cet après-midi-là, Poirot trouva Daphné dans la galerie à l'étage, debout devant une toile vierge. « Mademoiselle, dit-il calmement, puis-je vous parler comme si vous n'étiez pas un détective ?» Elle se retourna, les yeux rouges. « Je ne pense pas que je sache être autre chose. »« C'est possible. Mais je vais essayer. » Il s'est assis à côté d'elle. « Je sais que tu n'as pas tué Ambrose, mais je sais aussi que cette nuit-là, quelqu'un a utilisé tes peurs comme une arme, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a peut-être justifié son acte par une protection. » Daphné poussa un long soupir, comme si elle retenait son souffle depuis des jours. Je ne voulais pas qu'il meure, juste pour se taire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Elle le regarda, vaincue. Que je n'étais pas sa nièce, mais sa fille. Que mon existence était une honte pour lui. Il allait tout dire à Dame Honoria. Il a dit que cela lui ferait le plus mal. Poirot ferma les yeux. L'énigme se mit en place. Et tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Daphné hocha lentement la tête. À celui qui m'a toujours protégé. À celui qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais l'arrêter. » Et cette personne n'a pas compris que je voulais juste qu'il s'en aille, pas qu'il meure. « Qui, Daphné ?» Elle murmura un nom. Poirot ne répondit pas. Il se leva simplement et dit tendrement « Merci. » Parfois, la vérité est aussi un acte d'amour. Ce soir-là, Poirot se dirigea d'un pas rapide vers le bureau de Lady Honoria. Il portait avec lui une petite boîte, une vieille lettre et le nom. Qu'on lui avait murmuré, il n'y avait aucun jugement dans son regard, que de la détermination. Le temps est venu de révéler ce qui a vraiment été brisé cette nuit-là. Ce n'était pas seulement un cœur. C'était l'illusion que le passé pouvait être enterré sans conséquence. Chapitre 7. Le nom. Derrière le silence. Le bureau de Lady Honoria était un vestige d'une époque révolue. Des bibliothèques ennoyées, de lourds rideaux qui absorbaient la lumière, et une cheminée qui, bien qu'éteinte, sentait encore les cendres. Poirot se tenait près de la fenêtre close. Il tenait dans ses mains un coffret finement marqueté et une lettre portant le sceau de la compagnie maritime Vernon and Lowe. Dame Honoria, assise à son bureau, le regardait avec un mélange de fatigue
et de méfiance. Qu'est-ce qu'il y a Dans cette boîte, monsieur Poirot? Le passé, madame, répondit-il, en le posant lentement sur la table. Et aussi la clé pour comprendre la nuit où Ambrose Chanon est mort. Elle gardait son calme, mais ses mains, parfaitement manucurées, se crispait sur le dossier de sa chaise. J'ai enduré plus que vous ne pouvez l'imaginer, monsieur. Je n'ai pas besoin d'ouvrir d'autres blessures. Mais c'est déjà ouvert, madame. Vous ne l'avez juste pas encore regardé. Poirot lui tendit la lettre. Honoria la prit et l'ouvrit délicatement, comme si elle craignait que le papier ne la blesse. Elle la lut en silence, puis, une fois de plus. Son visage pâlit, sans larmes, mais avec une intensité qui exprimait un profond chagrin. « C'est la lettre d'Ambrose, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Poirot. Il avoue que Daphné est sa fille, qu'il a commis des erreurs, que le moment était venu de les révéler, que je méritais de savoir, et il comptait le faire au beau milieu d'une fête. Non, j'allais le lui dire plus tard, mais je n'ai jamais eu le temps. Quelqu'un m'en a empêché. Honoria leva les yeux. Daphné? Non. Daphné voulait le silence, pas le sang. C'était quelqu'un d'autre qui agissait par protection. Honoria ferma les paupières et posa son front sur la lettre quelques secondes. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était différente, plus grave, plus fragile. C'était Simon, n'est-ce pas? Docteur Albert de Poirot ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit simplement la boîte et en sortit un petit objet. Une longue épingle à cheveux, en os poli, tachée à l'extrémité. Un stylet déguisé en ornement pour cheveux. On l'a trouvé dans la jardinière, près de la haie. Subtil, léger, mortel. Utilisé par quelqu'un qui savait exactement où frapper sans laisser de cri. Et, plus important encore, par quelqu'un habitué à manier les instruments avec précision. Un médecin? Dit Honoria. Oui, mais pas par vocation, mais par dévotion. Elle hocha lentement la tête. Son regard ne trahissait aucune surprise. Il me l'a laissé entendre il y a des années qu'il ferait tout pour protéger mon nom. Je l'ai pris comme un compliment, pas comme un avertissement. Poirot s'assit lentement. Le docteur Albert en a déduit qu'Ambrose allait vous humilier, qu'il allait détruire la façade de respect que vous aviez conservée après la mort de votre mari. Il pensait agir par amour, mais il a agi par possession. Où est-il maintenant? Dans sa chambre. Il ne sait pas encore que je le sais. Mais il se doute que je viens. Honoria se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin. Qu'arrivera-t-il à Daphné? C'est à toi de voir. Elle l'ignorait? Elle parlait uniquement par désespoir, par peur de perdre le peu d'équilibre qu'elle avait réussi à atteindre. La dame hocha lentement la tête. Elle n'est pas coupable de ses origines. Mais le prix de cette origine, elle l'a payé seule. Poirot se leva. « Madame, je vous demande une dernière faveur. » Réunissez tout le monde au salon ce soir, comme vous l'avez fait le soir de la fête. Cette fois, non pas pour trinquer, mais pour écouter. Et qu'est-ce que tu vas dire? Poirot sourit brièvement. Juste la vérité. Rien de plus. Mais rien de moins. Ce soir-là, l'atmosphère était différente. Tous les présents le ressentirent en entrant dans la pièce.
Daphné, les lèvres tremblantes. Lady Sylvia feignant l'indifférence. Le capitaine Lytton, taciturne. Carswell, agité. Et le docteur Albert, debout près du piano, avec un calme qui semblait affecté. Poirot se tenait près de la cheminée éteinte. Il lissa sa moustache. Il observa attentivement chaque personne. Puis, il commença. La mort de M. Ambrose Chanon n'était pas un crime passionnel, ni un vol raté. C'était un acte de retenue. Quelqu'un voulait empêcher la vérité d'éclater. Mais la vérité finit toujours par éclater. Il y eut un léger craquement de bois. Quelqu'un remua sur sa chaise. Cette vérité, poursuivit Poirot, c'est que Daphné Chanon n'était pas simplement une nièce. Elle était la fille illégitime d'Ambrose, fruit d'une relation qu'il niait et dissimulait. À son retour, il comptait utiliser ce secret comme une arme, non pas pour la réconciliation, mais pour la destruction. Le docteur Albert se tendit. Poirot le regarda. « Et vous, docteur, vous pensiez sauver dame Honoria de l'humiliation. Mais vous ne vous faites pas de mal pour vous protéger. Vous ne vous tuez pas par amour. » Un silence glacial emplit la pièce. Le médecin ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux, et par ce geste, il confirma tout. Poirot fit un pas en arrière. Maintenant, c'est à la justice de faire son œuvre. Mais rappelez-vous, tout le monde, ce n'est pas la vérité qui a tué Ambrose, mais la peur de la vérité. Dame Honoria ne pleura pas. Elle s'approcha simplement de Daphné et lui prit la main. C'était la seule rédemption possible. Chapitre 8. Un confessionnal sans mur. Des heures après la révélation du salon, le manoir Vernon n'avait toujours pas retrouvé son rythme. L'atmosphère était, si possible, plus pesante, comme si l'air avait été empli de ce qui n'avait jamais été dit. Les couloirs étaient silencieux, les pièces closes. Personne n'osait parler. Seul le plancher craquait, comme si chaque pas rappelait ce qui avait été brisé. Poirot resta dans la bibliothèque. En face de lui, le docteur Simon Albert était assis dans un fauteuil à haut dossier, les mains jointes, le regard fixé sur une silhouette lointaine. « La police arrive ?» demanda le médecin sans tourner la tête. « J'y vais », répondit Poirot. D'un ton neutre. « Mais ce n'est pas ça qui te tracasse, n'est-ce pas ?» Albert eut un sourire flétri. « J'ai peur qu'Honoria ne comprenne pas ce que j'ai fait. »« Ah, mais tu as compris maintenant. » »« Mais pas comme tu l'espérais. La question est-ce que tu comprends un long silence ?»« Je l'aimais, » dit finalement Albert. « Non pas comme une jeune femme l'aime, avec une passion débridée, mais avec une dévotion qui se construisait. Jour après jour, après la mort de Grégory, j'étais son roc, sa confidente. Je croyais que, peut-être un jour, qu'est-ce qui serait autre chose ? » Le médecin hocha légèrement la tête, et puis il est revenu, Ambrose, tel un fantôme, avec son sourire habituel, avec ce pouvoir de faire plier les volontés. Je n'ai pas pu le supporter. Poirot s'approcha lentement. Tu ne l'as pas tué pour protéger dame Honoria. Tu l'as fait pour préserver l'illusion qu'elle avait besoin de toi. Je ne voulais pas qu'il souffre à nouveau. Et n'est-ce pas précisément ce qu'il a accompli? Albert se tut. Son silence était une confession sans applaudissements. Je
Me suis assuré qu'il était seul. Je lui ai offert un verre avant le dîner. Quelque chose de léger, juste pour l'étourdir. Puis, quand il est descendu au jardin, je l'ai suivi. Il avait l'épingle à cheveux dans sa poche, un cadeau de ma mère. Ironie du sort. Savais-tu où frapper? Bien sûr. J'ai étudié l'anatomie avant l'opération. Je savais comment l'empêcher de crier. C'était rapide. Poirot ferma les yeux un instant. Et tu t'es senti mieux? Tu t'es senti mieux? Non. Je me sentais vide, comme si j'avais renversé une statue déjà en ruine. Cet après-midi-là, lorsque l'inspecteur Creighton arriva avec 2 agents, Albert n'opposa aucune résistance. Il ne dit pas un mot. Il se laissa menotter avec la même expression qu'un homme qui entre au bloc opératoire, sachant que la douleur est déjà présente et qu'il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Dans le hall, Dame Honoria le regarda s'éloigner. Elle ne pleura pas. Elle garda simplement le dos droit, telle une figure sculptée dans le marbre. Poirot s'approcha de lui. Ce n'était pas un monstre, madame. Juste un homme qui prenait la reddition pour le droit de posséder. Et j'étais son autel, murmura-t-elle. Poirot ne répondit pas. Plus tard, dans le bureau, Poirot trouva Daphné debout devant le tableau inachevé de son oncle. Le portrait était toujours déformé, mais cette fois, une nouvelle couche de peinture apparaissait à l'arrière-plan. Une trace de lumière semblait briser l'ombre. « Tu n'as pas l'intention de le détruire ?» demanda doucement Poirot. « Non, » répondit Daphné. « Ça fait partie de moi, même si ça fait mal. Je préfère le laisser parler, même si ça fait mal. » Poirot sourit légèrement. « C'est le début de la guérison, mademoiselle. Ne pas cacher ce qui a été, mais le laisser être sans le contrôler. » Elle le regarda avec une tendresse réservée. « Ce va, monsieur Poirot ?»« Demain. » La glycine ne fleurit pas pour ceux qui restent trop longtemps. Cette nuit-là, dans sa chambre, Poirot écrivit une lettre. Ni pour la police, ni pour un supérieur. C'était pour lui-même. Une vieille coutume, une façon de consigner ce qui n'était pas dit à voix haute. Le tueur n'était pas un homme mauvais, mais il était dangereusement amoureux. La victime n'était pas innocente, mais elle ne méritait pas non plus de mourir. La vérité n'a pas sauvé tout le monde, mais au moins elle a empêché la souffrance de perdurer. Et ainsi, une fois de plus, les petites cellules grises ont trouvé non seulement le coupable, mais aussi ceux qui avaient encore besoin d'être entendus. Il a signé de ses initiales. Il a conservé la lettre. Et tandis qu'il éteignait la lampe, il murmura. La justice est un miroir, mais le reflet est toujours humain. Chapitre 9. Les héritages du silence. À l'aube, la maison de Vernon était enfin véritablement silencieuse. Non pas le calme tendu qui précède un désastre, mais une sorte de profond repos, comme si les murs eux-mêmes avaient expiré. Les pièces étaient plus vides. Certains invités étaient partis pendant la nuit. D'autres, comme Daphné, étaient restés non plus avec l'urgence de la peur, mais avec l'introspection de quelqu'un qui commence à voir le paysage après une tempête. Poirot descendit l'escalier dans son impeccable costume gris clair, la moustache polie, sa valise cabine dans la main droite et une canne décorative dans la gauche. Il n'était pas encore parti, mais il portait déjà en lui cette subtile aura d'adieu, comme si une partie de son esprit était déjà concentrée
sur la prochaine affaire, le prochain crime à commettre. Dame Honoria l'attendait dans le salon bleu, accompagnée d'une silhouette qui jusqu'alors n'était qu'un murmure, la jeune Célia, sa petite nièce, au visage pâle et au regard abasourdi par la réalité. Elle était assise à côté de sa tante, un carnet vierge sur les genoux. « Monsieur Poirot, » dit Honoria, son ton semblant s'être adouci depuis la veille. « Avant de partir, il y a autre chose. » Poirot s'inclina poliment. « Il y a toujours quelque chose de plus, madame. C'est la nature humaine. » Honoria tendit un fin dossier en cuir vert foncé. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, d'anciens testaments et des clauses d'expédition de Vernon and Law. Grégory avait modifié son testament peu avant sa mort. Il souhaitait léguer une partie de sa fortune à une personne qui, disait-il, avait été réduite au silence trop longtemps. Poirot feuilleta attentivement les pages, sans parler. Puis, il leva les yeux. Daphné. « Oui, » répondit Honoria. « Grégory le savait avant moi. Il l'a découvert par hasard. Il ne voulait pas me le dire avant d'en être sûr. À sa mort, je l'ai appris en lisant ceci. » Poirot ferma le dossier et le laissa sur la table. « Et pourtant, madame, vous avez... » « Gardé le secret. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il l'avait fait par gentillesse. Maintenant, je sais qu'il l'a fait par pitié. » Peut-être les deux. Poirot se tourna vers Célia. « Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous » La jeune femme le regarda avec une expression encore en formation. « J'ai grandi entouré de secrets. Maintenant, je sais que le silence ne m'a pas protégé. Il m'a seulement maintenu dans l'ignorance. Je préfère savoir, même si ça fait mal. » Poirot hocha la tête respectueusement. Une attitude admirable, très rare chez les jeunes. En milieu de matinée, Daphné demanda à parler à Poirot en tête-à-tête. Elle le trouva dans le jardin, près du banc de pierre où Ambroise avait été assassiné. Ce même banc, désormais anonyme, mais chargé d'histoire. « Je vais partir, » dit-elle, sans détour. « À Paris. Ma mère est née là-bas. Je veux la comprendre et prendre un nouveau départ. »« Et le tableau ?» demanda Poirot. « Je l'emporterai avec moi. Je le finirai quand je pourrai te regarder en face, sans crainte. » Poirot regarda le ciel. Il y avait une légère brise, comme si même le vent savait qu'en souffler prudemment. « Avez-vous parlé à Lady Honoria ?»« Ce matin. C'était étrange, comme si nous avions tous les deux changé de langage. Non pas celui du reproche, mais celui de la reconnaissance. » Poirot se tourna vers elle. « Vous n'hériterez pas seulement d'une fortune, mademoiselle. Vous hériterez d'une histoire, avec ses contradictions, avec ses cicatrices. Soyez-en digne. » Daphné le regarda dans les yeux. « Je vais essayer. » Avant de quitter la maison, Poirot fit une dernière visite au bureau. Là, sur la cheminée, reposait un portrait de Sir Grégory. À côté, un portrait plus jeune de Lady Honoria. Et entre les deux, une petite figure en ivoire. Un ange à l'aile brisée. Poirot l'observa quelques secondes. Puis, il murmura « C'est drôle, ce sont toujours les anges brisés qui protègent, avec le plus de ferveur. » Il se retourna, franchit le seuil, et, sans se retourner, dit au revoir à la maison de Vernon. Dans le train qui le ramenait à Londres, Poirot était assis près de la fenêtre. Il sortit son carnet, celui qu'il ne montrait à personne,
et écrivit « Le crime ne naît pas toujours de la haine. Parfois, il naît d'un excès d'amour mal avisé. Dans la maison Vernam, personne n'a complètement gagné. Mais certains ont moins perdu. La justice, comme toujours, est imparfaite, mais suffisante. » Il ferma le carnet. Il ajusta son chapeau. Et tandis que le train roulait à travers les champs verdoyants d'Angleterre, Hercule Poirot ferma calmement les yeux, laissant derrière lui un crime, une confession et une blessure qui, comme le titre lui-même, avait commencé par une étreinte et s'était terminé par une cicatrice. Chapitre 10. La cicatrice qui n'a jamais été vue. Le jour où Poirot retourna à Londres ne fut pas remarquable par son climat ou son paysage. Pourtant, pour lui, il avait une signification particulière. Dans la paix qu'offre la routine après un crime résolu, il y avait aussi un sentiment de malaise. Le sentiment que quelque chose n'avait pas été pleinement révélé. Non pas un fait, mais une émotion, une vérité muette, cachée entre gestes et silences. Edward Catchpole, le secrétaire habituel de Poirot lorsque Hastings n'était pas disponible, le recevait dans son appartement de Whitehaven Mansions. « Comment s'est passée votre enquête dans le Surrey, monsieur ?» demanda-t-elle en l'aidant à accrocher son manteau. « Avec les complications habituelles, mon ami, » répondit Poirot. « Un crime en grande pompe, un tueur aux motivations obscures et, au final, une âme brisée en quête de rédemption au mauvais endroit. Et justice a-t-elle été rendue? Poirot s'arrêta. Puis il se dirigea vers son bureau et s'assit. La justice, monsieur Catchpole, est rarement à la hauteur de nos attentes. Elle a été rendue, certes, mais pas réparatrice. Quelqu'un a été arrêté. Mais d'autres continueront à vivre avec leur propre peine. Le lendemain, Poirot reçut une lettre écrite à l'encre violette avec une écriture élégante et un léger parfum floral. « Monsieur Poirot, je vous écris de Calais. J'embarque pour Paris ce soir. Dans mes bagages se trouve le portrait inachevé et avec lui une nouvelle toile vierge. Je ne sais pas encore ce que je peindrai, mais je veux que ce qui viendra ensuite ne soit pas le reflet de la douleur, mais de ce que j'en ai appris. Merci de ne pas me juger, de m'avoir écouté quand personne d'autre ne voulait m'écouter. Paris n'a peut-être pas de réponse, mais elle a de la lumière, et j'ai besoin de lumière. » Daphné Poirot plia soigneusement la lettre et la rangea dans son dossier personnel. Puis, il en sortit une coupure de journal de la veille, déjà marquée au crayon. Docteur Simon Albert, officiellement accusé du meurtre d'Ambrose Chanon. Le procès devrait commencer dans 3 semaines. Ses yeux parcoururent la ligne sans émotion. C'était un homme qui aimait profondément. « Mais avec une violence contenue, » murmura-t-elle. « Parfois, un amour mal dirigé devient plus dangereux que la haine. » Cet après-midi-là, elle reçut un visiteur inattendu, le capitaine Edgar Lytton. Toujours élégant, bien que visiblement plus âgé. Sa canne reposait désormais plus fermement sur ses épaules, comme si le poids de sa conscience pesait lourdement sur lui. « Je suis venu te livrer quelque chose, Poirot, » dit-il d'une voix rauque. Il sortit une petite boîte en bois et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main d'Ambrose Chanon. Elle me l'a confiée des semaines avant la fête, expliqua-t-il. Elle m'a demandé de le donner à Honoria seulement s'il lui arrivait quelque chose. Mais quand j'ai vu l'effet de son retour, j'ai renoncé. Je ne voulais pas jeter de l'huile sur le feu.
Poirot n'a pas touché à la lettre. Et maintenant? Maintenant, je pense qu'Honoria mérite de tout savoir. Même ce qu'elle ne voulait pas entendre dans la vie. Poirot hocha lentement la tête. Tu le livreras toi-même. Tu crois qu'il me pardonnera? Je ne sais pas. Mais si tu veux être pardonné, tu devrais commencer par ne plus te cacher. À la tombée de la nuit, Poirot sortit se promener. Ses pas le conduisirent, sans le vouloir, au jardin de Belgrave Square. Là, parmi les buissons fraîchement taillés et les lanternes allumées, il s'assit sur un banc vide. Il sortit son carnet, un stylo plume, et commença à écrire une Réflexion. Tous les crimes ne sont pas commis avec des armes. Certains sont commis par le silence, par omission, par des décisions prises par d'autres sous couvert de protection. Mais le véritable mystère n'est pas dans le meurtre, mais dans la façon dont nous apprenons à vivre avec ce que nous ne pouvons pas changer. Il ferma le carnet. Il leva les yeux vers le ciel. Les nuages se déplaçaient lentement, comme si quelqu'un avait finalement décidé de laisser passer la tempête. Et même s'il ne l'a pas dit à voix haute, Poirot a pensé. L'étreinte qui a laissé une cicatrice n'était pas seulement entre deux personnes, elle était entre des générations, entre ce qui est passé sous silence et ce qui n'aurait jamais dû être caché. Chapitre 11. Le poids d'une vérité dite après-midi. 3 jours après son retour à Londres, Poirot reçut une note inattendue. Elle était rédigée sur du papier diplomatique, à en-tête du consulat belge de Mayfair. Mais ce qui l'intéressait n'était pas la source, mais la signature. Dame Honoria Vernam. Monsieur Poirot, permettez-moi une dernière conversation. Pas sur le crime, ni même sur le meurtrier. Je veux parler des conséquences, de l'écho qui persiste quand tout est résolu, mais que rien n'est complètement résolu. Venez cet après-midi, si vous le pouvez. Vous seul pourrez comprendre ce que je n'ai pas encore dit. Avec une sincère Estime, Honoria. Poirot n'hésita pas. À 5 heures, avec une ponctualité mathématique, il arriva dans une discrète résidence de Kensington, propriété de la famille Vernam depuis avant la guerre. Lady Honoria le reçut dans un salon inchangé depuis l'époque édouardienne. Tapisserie sombre, portraits d'ancêtres aux regards sévères et une théière fumant discrètement sur la table. « Merci d'être venu, dit-elle, sans formule ni sourire. Poirot inclina la tête. « Vous êtes bien généreuse de m'inviter, madame, après tout ce tapage. » L'agitation est terminée. Mais pas les remords, elle était assise en face de lui. Elle portait le deuil, quoique plus sobre que dans son manoir du Surrey. Ce n'était pas une tenue de tragédie, mais de discipline. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à l'époque, a-t-il poursuivi. Quelque chose qui ne prouve rien, mais qui explique ce qui n'a pas été vu. Poirot s'installa dans son siège, joignant soigneusement les mains. Je t'écoute très attentivement. Quand Grégory est mort, son testament m'a parlé de Daphné. Au début, je ne l'ai pas accepté. C'était une insulte. Un nouveau coup de poignard dans le dos, de la part d'Ambrose, mais ensuite, j'ai commencé à voir quelque chose que je ne voulais pas admettre. Qu'avez-vous vu, madame? Que j'avais aussi une responsabilité. J'étais complice du silence, de mon mari, des hommes de mon entourage, de tous ceux qui disaient « Tu ne dis pas ça ». Poirot hocha légèrement la tête sans interrompre.
Le meurtre d'Ambrose n'était que l'explosion finale d'une vérité refoulée depuis des années. Et même si Albert était le meurtrier, nous avons tous contribué au mobile. Une vérité très claire, madame. Peu de gens ont le courage de l'affronter. Je ne sais pas si c'est du courage, répondit-elle. Peut-être juste de la fatigue. Après le thé, Poirot traversa le jardin arrière, où ils se retrouvèrent à côté d'un petit rosier, à peine en fleurs. J'ai décidé d'offrir à Daphné une propriété dans le sud de la France, dit Honoria. Une maison près d'Arles. C'est discret, artistique et loin, très loin de tout ça. Et elle le sait, il le saura cette semaine. Je ne veux pas qu'il prenne ça pour un cadeau. C'est une occasion de réécrire quelque chose. Poirot regarda une rose encore fermée. Il la toucha de son doigt ganté. La jeunesse a le droit d'écrire sa propre fin, même lorsqu'elle naît d'un prologue écrit par d'autres. « Et toi, Poirot ?» demanda soudain Honoria. « N'as-tu jamais eu l'impression que, même en résolvant de nombreux crimes, tu ne pouvais pas réparer les dégâts ?» Il la regarda tendrement. « Constamment. Mais je sais aussi que l'ordre, même partiel, aide. Il n'efface pas la douleur, mais il la contient. Et parfois, cela suffit à faire respirer à nouveau. » Honoria ferma les yeux un instant. Puis, comme si chaque mot lui prenait des siècles, elle dit « Daphné n'est pas un héritage d'Ambrose. C'est mon choix désormais. » De retour à Whitehaven Mansion, Poirot s'assit près de la cheminée où crépitait une flamme discrète. Il ouvrit son carnet en cuir et écrivit « Le crime a été résolu. Le meurtrier a été identifié. » Et pourtant, le véritable miracle était autre. Il ne s'agissait pas d'attraper le coupable, mais plutôt de permettre à ceux qui restent de choisir de ne plus hériter de la culpabilité des autres. Dans un monde de masques, Dame Honoria a retiré le sien. Non par obligation, mais par justice. Tard, certes. Mais il n'est jamais trop tard si la vérité se fait entendre. Il ferma son carnet. Il se versa une tasse de tisane. Et avec la paix, qui n'arrive que lorsque justice a été rendue, même si ce n'est pas en termes absolus, il murmura pour lui-même « Les cicatrices appartiennent au passé, mais choisir de les montrer est un acte du présent. » Chapitre 12. L'art du dernier mot. Une semaine après la fin de l'enquête, Londres semblait avoir retrouvé son rythme habituel. Le ciel, toujours aussi lourd, observait avec indifférence les événements de la ville. Dans son appartement de Whitehaven Mansion, Hercule Poirot rangeait méticuleusement son bureau. Ce rituel ne répondait pas à un besoin urgent, mais à une conviction profonde. L'ordre extérieur apporte la clarté intérieure. Sur le bureau se trouvait une enveloppe scellée. Elle contenait la transcription intégrale de son rapport final aux autorités, ainsi qu'une copie privée pour ses archives personnelles. Mais avant de la sceller, Poirot y ajouta une note manuscrite, écrite de son écriture précise et précise. Le crime n'a pas été commis impulsivement. Il était prémédité avec une logique glaciale, mais exécuté avec générosité. Simon Albert n'était ni un tueur en série, ni un homme maléfique. C'était un fidèle de l'image qu'il s'était forgée, celle d'un protecteur. Et comme tant d'autres avant lui, il confondait dévotion et bienséance. Au moment où il déposait l'enveloppe dans sa boîte à dossier, il entendit frapper à la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva une silhouette inattendue devant lui. James Carswell,
l'associé financier de la défunte compagnie maritime Vernam and Lowe. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix douce, j'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste vous remercier, à ma façon. »« Entrez, monsieur, » dit Poirot en s'inclinant. La gratitude, lorsqu'elle est sincère, est toujours de mise. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Carswell semblait moins rigide que lors de leur précédente rencontre, comme si un fardeau invisible avait été levé. « Je suis venu parce que j'ai trouvé quelque chose dans nos archives. Quelque chose qui pourrait combler une dernière lacune. C'est une lettre. Une vieille. Écrite par Gregory Vernam. Datée de quelques semaines seulement avant sa mort. Il lui tendit le papier. Poirot le lut en silence. La lettre était brève, mais révélatrice. Grégory parla d'Ambrose, non pas avec colère, mais avec reconnaissance. Il reconnaissait l'existence de Daphné, non pas comme une erreur de son ami, mais comme une responsabilité qu'ils avaient tous deux ignorée trop longtemps. Si quelque chose devait m'arriver, je veux qu'Honoria et Daphné découvrent la vérité. Non pas une vérité qui leur serait imposée, mais une vérité qu'elles pourront s'approprier. Les mensonges ne protègent pas, ils ne font que retarder l'inévitable. Poirot ferma les yeux. Une ligne du passé illuminait le présent. L'inévitable s'était enfin produit. « Merci, monsieur, » dit-elle en lui rendant la lettre. C'est réconfortant de savoir que même les hommes d'affaires peuvent penser à l'âme. Carswell rougit brièvement. « J'ai décidé de fermer la compagnie Maritime Poirot. Ce qui restera sera partagé entre Daphné et des œuvres caritatives. Il est temps que cette famille cesse d'accumuler des dettes invisibles. » Ce soir-là, Poirot se dirigea vers les quais de la Tamise à l'abri du vent. Il s'arrêta sur l'un des bancs en fer forgé et regarda les lumières de la ville se refléter dans les eaux sombres du fleuve. Les lampadaires projetaient des halos dorés dans la brume. L'air sentait le charbon, l'histoire, les choses qui ne finissent jamais. Il sortit une photographie de sa poche. On y voyait Daphné dans un atelier parisien, sourire timidement devant une nouvelle toile. Il l'avait reçue le matin même, accompagnée d'un mot qui disait simplement « J'ai recommencé ». Cette fois, sans ombre. Poirot sourit. Sa satisfaction n'était pas celle d'un homme qui a vaincu le crime, mais plutôt celle de quelqu'un qui a empêché une injustice plus profonde, des blessures transmises d'une génération à l'autre, sans nom ni consolation. À voix basse, comme s'il s'adressait à la ville elle-même, il dit, au final, c'était une histoire d'héritage. Non pas d'argent, mais d'émotion. Et dans ce jardin où un homme est tombé avec une fleur au revers de sa veste, la vérité a finalement fleuri. Il resta quelques minutes de plus, puis se leva. Il ajusta son chapeau et, de son petit pas ordonné, rentra chez lui. Sur son bureau, alors qu'il fermait la dernière page du dossier, il écrivait « Fin du dossier ». L'étreinte qui a laissé une cicatrice. Conclusion. Le tueur était Alberd, le mobile, un mélange d'amour protecteur et de peur de perdre le contrôle. Mais les véritables protagonistes n'étaient ni la victime ni le criminel, mais les femmes prises entre les deux. Honoria, qui a choisi d'affronter la douleur. Daphné,
qui a choisi la lumière. Et une cicatrice, enfin vue, nommée et laissée derrière elle. Poirot éteignit la lumière, et dans l'obscurité, il ne restait que la paix de ce qui était résolu.